Bienvenue à Immigrants Visionnaires où ce que réussir, c'est voir différemment. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Nicolas avec nous. Donc, Nicolas, bienvenue au podcast. Merci de l'invitation, les gars. Au plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, tout simplement, d'entrée de jeu, je sais qu'on a quand même entendu parler de toi, concernant ton parcours et tout. Mais pour ceux qui ne savent pas qui tu es, puis peut-être ton parcours, peux-tu nous dire en grande ligne qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, merci de l'invitation. C'est mon deuxième podcast à vie. Oui? Je me fais inviter souvent, mais je dis toujours non. Donc, maintenant, je vieillis un petit peu. Je me dis, si je peux prendre de mon expérience, partager avec les gens, ça peut aider certains à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait dans mon parcours. Ben, ça sera ça. Je peux redonner un peu au suivant. Mais à la base, j'ai immigré au Canada quand j'avais 8 ans. Donc, je viens de la Croatie. Je suis moitié croate, moitié serbe. Donc, famille, moitié-moitié. Ouais. Puis, j'ai eu un parcours assez coloré. J'ai été un enfant toute ma vie, j'ai été perdu. Donc, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Il y avait un running gag dans ma famille quand j'étais jeune. On me demandait si tu veux faire quoi quand tu es plus grand. Puis je répondais toujours, je vais être riche. Toute ma famille riait de moi. Ouais. Un enfant normal va dire, je vais être policier, je vais être pompier. Une profession normale. Puis j'avais de la difficulté au secondaire. J'étais pas très bon à l'école. J'étais super bon en histoire parce que ça me passionne. J'étais bon en éducation physique, mais les autres cours, je passais sur la ligne. Ouais, je comprends. Je suis arrivé au cégep, je suis allé voir l'orientrice à la fin du secondaire. On a eu une conversation, on m'a demandé tu veux faire quoi? J'ai donné la même réponse, je veux faire de l'argent. Elle m'a regardé, elle a dit t'es pas à bonne place. Ouais. Donc j'ai toujours été perdu, l'école c'était pas pour moi. Ça a été un peu difficile. Puis j'ai commencé le cégep, sciences humaines, profil individu. Donc la continuation du secondaire là, pour les gens perdus un peu. Et par chance, à l'âge de 18 ans, j'ai un voisin qui m'a approché pour une business qui était du MLM, donc du marketing de réseau. Il m'a un peu kidnappé. Dans ce temps-là, j'avais pas vraiment la tête comme à faire de l'entrepreneuriat. J'avais jamais songé à partir en vente ou en business ou quoi que ce soit. Puis il m'avait invité à manger chez lui. Finalement, ils m'ont enfermé dans ce sous-sol puis ils m'ont forcé à écouter une présentation de réseau. Fait que s'il y a des auditeurs qui se sont déjà fait présenter du MLM, probablement que c'est une histoire similaire. Là, on dirait que les gens se cachent tout le temps sous un prétexte X, Y, Z pour t'inviter. Puis au début, j'étais vraiment fermé à ce qu'il m'expliquait. Mais quand le gars est arrivé au chiffre, puis il a dit tu peux faire 20 000 par mois à juste présenter le projet à du monde, là, j'ai des fils qui se sont touchés. J'ai vu le chiffre, j'ai tout de suite décliqué, j'ai fait je veux faire ça. Problème, j'avais pas l'argent. Comme j'ai dit, je suis immigrant à la base. Mes parents ils ont eu de la difficulté financière toute leur vie. On est passé par, I guess, dans le temps, l'équivalent des HLM, des appartements subventionnés par le gouvernement. Mes parents ont été sur le bien-être social un certain temps, le temps d'apprendre le français, finir leur école, ainsi de suite. Fait qu'on n'avait pas d'argent. Et l'inscription pour entrer dans cette compagnie-là à ce moment-là était à peu près 600 $, si je me rappelle bien. Fait que j'ai dû emprunter 100 $ à 6 amis différents. Wow! Et c'est comme ça. Créatif? Ouais, j'ai été créatif. J'avais pas le choix. Je voulais vraiment le faire. Et j'ai commencé comme ça dans le réseau. Pour faire l'histoire un peu plus courte, j'ai passé à peu près 4 ans et demi dans une compagnie. J'ai pas fait d'argent du tout. Donc, j'ai été accroché à ça. Je travaillais fort. J'étais là. Je show-upais à tous les jours. Mais après 4 ans et demi, j'avais 80 000 $ de dette. Et j'avais emprunté de l'argent à ma tante en Italie. J'avais loadé les cartes de crédit à mes parents. Moi, j'avais une Amex de loader à 12 000 $. Donc, ça a vraiment été un parcours difficile. Mais je m'étais accroché à l'idée que cette opportunité-là pouvait changer ma vie. Et j'avais rien d'autre. J'avais aucun programme que je pouvais dire, OK, je retourne à l'école, je vais étudier en X, Y, Z. Puis je vais faire ça. C'était vraiment... Mon mindset à ce moment-là, c'était soit ça fonctionne, soit que je meurs, entre guillemets. Là, je suis dans la rue, là, j'ai pas d'autre option. Je comprends. Et je pense que quand on se met dans une situation comme ça, on trouve une façon que ça fonctionne. Donc, après à peu près 4 ans et demi, j'avais déménagé au Texas. Donc là, je vous donne vraiment l'abrégé. J'avais déménagé au Texas pour justement bâtir le réseau là-bas. Avec cette même compagnie-là. Oui, exactement. On peut la nommer, là, c'est pas grave. Là, j'ai fait ACN. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être relate à cette compagnie-là. Je crois que presque tout le monde au Québec a fait ACN. Mais donc oui, j'ai fait 4 ans et demi ACN. J'étais parti aux États-Unis pour développer cette entreprise-là. La raison pourquoi, ils vendaient de l'électricité aux États-Unis. Donc, moi, je me faisais dire, c'est un peu le gold rush. Si tu es dans un marché qui a de l'électricité, tu vas faire de l'argent, du résiduel, du ci, du ça. Bref, c'est jamais arrivé. Il n'y avait pas d'argent à faire. Mais pendant que j'étais au Texas, je suis tombé sur une autre opportunité. Et cette compagnie-là s'appelle Kiani. Donc, s'il y a des gens qui regardent le podcast, qui me connaissent, ils le savent, de M. Kiani, M. Bleuet, là, si on veut, pendant un certain temps au Québec. Oui, exactement. Donc, j'ai commencé Kiani en 2015 et c'est là que ma vie elle a complètement changé.
J'ai appliqué les mêmes choses que j'ai appris dans l'ancienne entreprise, les mêmes efforts, le même work ethic, le même leadership, toutes les choses que j'ai appris, j'appelle ça l'école de la vie ancienne un peu, je l'ai appliqué dans Kiani et ma première année, j'ai fait 1,2 million de dollars. Okay, ça a complètement transformé ma vie. Bien sûr, j'ai pu rembourser mes dettes, aider mes parents à faire ce que j'avais à faire. Mais en gros, c'est un peu ça mon parcours. Comme je vous dis, je pense qu'il y a un mix de persévérance, de tête dure, qu'un mix de chance. J'étais à la bonne place au bon moment, à plusieurs reprises dans ma vie. Mais ça l'a payé, puis ça m'a permis d'avoir une vie aujourd'hui que, comme j'ai dit, très colorée, mais je suis très content des choses que j'ai pu vivre, puis je me sens vraiment blessed. Je sais pas, béni en français. Mais ça a vraiment été un parcours très, très intéressant. Puis je pense que le réseau m'a apporté beaucoup, en dehors de l'argent. Ça m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai pu voir la vie d'une certaine façon. À la base, j'étais un gars extrêmement gêné et introverti. Et j'ai moi, tu me mettais faire une présentation orale à l'école, là, j'allais pas au cours. J'avais peur de parler devant des gens. Puis dans le réseau, pour ceux qui connaissent, c'est quoi? Mon argent, je la faisais à parler devant des foules de 5, 6, 10 000 personnes. Quand même. Donc, j'ai vraiment dû faire un changement total sur la personne que je suis. Là, ça a vraiment été dur. Pas dans le sens que faut travailler fort. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas travailler fort. Ça a été de défaire le Nicolas que j'étais naturellement, puis de construire le Nicolas que j'avais besoin d'être pour réussir dans cette industrie-là. Donc ça a vraiment été le plus difficile. Puis en dehors de l'argent, je pense que c'est la chose que ça m'a rapporté, qui va me servir toute ma vie, puis qui vont me permettre de bénéficier grandement dans tout ce que je fais là, pour le restant de ma vie. Ça a vraiment été la personnalité que ça m'a apporté. Puis comment tu as fait pour travailler cette personnalité? Parce qu'il y a certaines personnes qui auront des difficultés, mais ne vont jamais reconnaître qu'ils ont besoin de travailler sur leur personnalité. Fait que toi, c'était quoi les acteurs ou des éléments qui ont fait en sorte que tu as pu reconnaître ça, puis tu as pu travailler de là? Je pense que j'ai une habileté naturelle à me regarder dans le miroir, puis voir où sont les problèmes. Je pense que ça part de l'ego. Chaque homme a un ego. Je pense que le mien, oui, j'en ai un, mais quand ça vient à me regarder puis m'analyser, je suis capable d'être neutre avec moi. Puis j'ai été capable de regarder qu'est-ce que les gens qui sont sur la scène, qui font beaucoup d'argent dans cette industrie-là, c'est quoi le point commun qu'ils ont. Puis j'ai vu, c'est des gens qui sont extravertis, c'est des gens qui sont charismatiques, c'est des gens qui sont chaleureux, c'est des aimants à personne. Et là, j'ai compris que si je voulais avoir ce qu'eux avaient, c'était pas de faire les actions qu'ils faisaient, puis de présenter la business, puis d'aller chercher des clients. Il fallait que je devienne comme eux. Puis je le savais que le problème, c'était moi. Puis la raison que ça m'a pris autant de temps à réussir dans cette industrie-là, ça m'a pris 5 ans à faire mon premier million, c'est que ça m'a pris 5 ans à construire la personne que j'avais besoin d'être. Le plus important. Mais, comme je dis, je pense n'importe qui commence dans n'importe quoi, tu dois faire certains chemins, certains travails sur toi-même. Fait que le plus longtemps que tu gardes un ego puis que tu essaies de blâmer sur des facteurs externes, le plus long que ça va te prendre percer dans quelque chose. Fait que c'est juste d'être capable d'avoir une conversation honnête avec toi-même puis voir c'est où tes lacunes puis qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Jusqu'à le succès dans n'importe quoi à part entre les deux oreilles. Donc c'était un peu ça que j'ai vu de mon côté que j'avais besoin de travailler. Là. Puis pour arriver à faire le switch et d'arriver à faire le premier million à 22 ans, ça requiert un certain travail. Puis en termes de chiffres pour amener cette quantité de personnes à être dans ton organisation, c'était comment le processus pour les amener? C'est de la duplication. Okay. C'est comme n'importe quel business qui réussit à haut niveau, c'est des systèmes qui se font dupliquer à grande échelle. Est-ce que tout seul, j'aurais été capable de faire ça? C'est impossible. À la fin, j'ai été 9 ans dans le Kiani. À la fin, j'avais une organisation de pratiquement 90 000 personnes. Est-ce que Nicolas aurait été capable de bâtir une organisation de 90 000 personnes? Impossible. J'ai trouvé des gens qui sont meilleurs que moi. Donc, j'ai pris un système que je sais qui fonctionnait. J'ai pris une personne. J'ai commencé à dupliquer ce système-là. Et quand la personne a compris comment le système marchait, était capable de runner le système, si on veut, par elle-même, j'ai pris une deuxième personne, j'ai fait la même chose. Fait qu'à dupliquer une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes comme ça, c'est venu chercher un volume énorme qui n'était pas généré par moi. J'ai des gens dans mes organisations qui étaient de loin meilleurs que moi en termes de talent, de capacité à parler, de faire des présentations, et ainsi de suite. Mais je me suis entouré des bonnes personnes. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pu réussir dans l'MLM, en bâtissant des systèmes et en dupliquant. Donc, le plus que tu délègues, le plus que tu fais confiance aux gens, le plus loin que tu peux te rendre. Si tu essaies de tout contrôler, tu penses qu'il faut que tout vienne de toi, ça ne marchera pas. Puis ça, j'ai vu ce dénominateur commun-là dans plusieurs industries, pas juste le réseau. Donc, c'est d'apprendre à faire confiance.
Puis de comprendre aussi que quand tu fais confiance, ce ne sera pas nécessairement parfait. Il y a des gens qui vont faire des erreurs. Ce ne sera pas tout fait comment tu veux que toi, ce soit fait. Mais c'est de laisser la place aux autres de pouvoir se développer et aussi de prendre leur place un peu de leadership si on veut faire les choses à leur façon. Donc, c'est comme la capacité de let it go. Faire confiance aux gens. Puis comment tu étais capable de trouver d'autres personnes? Parce qu'on on se dit, tu as quand même passé 4 ans. Fait que c'est sûr que tu as de réputation aussi, que tu as eu à avoir contacté du monde. Mais de là, depuis que tu changes d'opportunité, tu as été en mesure de tout a été en mesure de décoller, puis tu as pu faire ton 1,2 million. C'était quoi justement ce dénominateur qui a fait en sorte que tu étais capable d'être unique pour justement avoir une réussite durant ce moment-là? Écoute, ça, c'est une réponse à plusieurs volets. Il y en a un qui c'est, bien sûr, les connaissances, les talents que j'ai acquis pendant 4 ans et demi dans l'autre entreprise. Un autre facteur qui a joué beaucoup, je pense, c'est la chance. J'étais à la bonne place au bon moment. Là, je veux mettre un petit bémol là-dessus. Je crois pas à la chance en termes de les choses t'arrivent, là, puis ça tombe du ciel, puis soit c'est positif ou négatif. Ouais. Je pense que tu crées ta chance. Que ce soit positif ou négatif, tu crées ta chance. Et le fait que j'étais à une place pendant 4 ans et demi, j'étais commit à au même craft, là, si on veut. Là. Je m'excuse, j'utilise des anglicismes. Je parle 3-4 langues, je parle toutes mal. Fait que c'est le fait de rester à la même place, focaliser sur la même chose, avoir des œillères de cheval, là, pas regarder à gauche, pas regarder à droite, vraiment juste tout le temps faire la même chose. J'ai fini par créer ma chance d'être à la bonne place au bon moment dans cette industrie-là. Et la deuxième chose, c'est savoir reconnaître cette chose-là. Tu sais, savoir que là, les étoiles sont en train de s'enligner, je suis positionné au bon moment. Puis troisième chose, c'est d'être assez intelligent de prendre action. Si tu mets les 3 choses ensemble, tu perces. Puis ça fonctionne dans tout. J'ai des amis qui c'est des gens qui valent des centaines de millions de dollars. J'ai des conversations avec eux sur leur succès. Même chose. Ils étaient à la bonne place au bon moment. Ils ont su reconnaître le timing. Ils ont pris action. Un claquement de doigts, tout change. Puis je me rappelle, j'ai un de mes amis, Charles. On était à Québec dans une maison. On avait loué une maison pour faire des meetings. Puis je me rappelle, ce mois-là, je pense qu'il y avait comme 5 ou 6 000 personnes qui avaient rentré dans mon équipe. Et j'ai regardé Charles, j'ai dit, bon, je comprends pas ce qui se passe. Même si j'essaierais d'arrêter le momentum qu'on vient de créer, je serais pas capable. Même si j'essaierais de saboter la business, ça marcherait pas. Ça faisait juste, ça coulait comme naturellement. Ça coulait à flot. Exactement. Puis ça, c'est vraiment parce que j'étais à la bonne place au bon moment, j'ai pris l'action, j'ai fait les bonnes choses. Puis après ça, ça l'a juste débouché par soi-même. Puis je te dirais, les gens, pour répondre à ta question directement, ça s'est fait organiquement. Les gens sont apparus. J'ai pas eu à vraiment forcer ou pousser pour trouver les bonnes personnes. Je pense que c'est comme, si tu veux, les étoiles étaient alignées, l'énergie de tout ce qu'on faisait attirait les bonnes personnes, puis c'était juste succès par-dessus succès par-dessus succès. À chaque mois, j'avais un nouveau leader d'une compagnie qui arrivait, puis il amenait des gens avec lui, ça explosait. C'est vraiment, ça s'est fait avec aucun effort. Il y avait un peu un feeling magique, je sais pas comment l'expliquer, je l'ai vécu 2 fois ça dans ma vie. Ah ouais? C'était quoi la deuxième fois? La compagnie que je fais en ce moment, quand j'ai démarré, c'était la même chose. Je suis dans le domaine de la construction, mais vente particulièrement. Puis quand j'ai commencé, même chose. J'étais à la bonne place au bon moment, j'ai attiré les bonnes personnes, puis aucune résistance, ça coule. Ça roule, les ventes, ils rentrent, il n'y a pas de problème. Fait que, je pense que quand tu es à la bonne place, c'est ce qui arrive un peu. Puis c'était quoi ta relation avec l'argent quand tu as gagné ce montant d'argent-là à 22 ans? Je pense que j'ai un triple doctorat en mauvaise relation avec l'argent. S'il y a une chose que je veux peut-être laisser à vos auditeurs, c'est comment traiter l'argent. Puis, écoute, je me rappelle ma première année, je pense que c'était mon 11e mois, 10 ou 11e mois dans la compagnie. J'ai reçu en commission, ce mois-là, 286 000 canadiens. Et je me rappelle, j'étais où? J'étais à la salle devant le condo dans lequel j'habitais. Quand j'ai vu la notification rentrer, j'ai failli crasher dans le mur du building parce que je le savais que j'avais fait cet argent-là, mais on dirait que tu le réalises pas tant que ça rentre pas dans le compte de banque. Et première chose que j'ai fait quand ce chèque-là est rentré, je suis allé m'acheter une Lamborghini. Direct? Direct. OK. Et cash ou bien tu le leases? J'avais mis 50% cash, j'avais lease le 50%. OK. Mais ça, c'est un exemple. Je suis un grand croyant que les médias sociaux sont un cancer de nos jours. Je pense que les gens, ils regardent un peu Instagram, ils regardent l'espèce de fluff que tu vois en ligne. Et le monde
s'associe à ça, j'ai été coupable de ça. Le monde s'associe à ça ou se compare à ça. Je voyais des jeunes dans des Lamborghini, des Ferrari, des Cosmos, des ci, des ça. Et on dirait que j'avais le besoin de faire ça. Je pensais que c'était la normalité, qu'on fallait que moi aussi j'aille le supercar, moi aussi j'aille le penthouse, moi aussi j'aille les montres, les ci, les ça. Et aujourd'hui, à 32 ans, je me demande ça sert à quoi? Donc, je me faisais des soutes, là, je sais que tu m'avais dit pour le complet. Depuis que j'ai arrêté le réseau, je suis capable de m'habiller en soute. Mais avant, c'était une obsession. J'allais chez le tailleur, je pouvais dépenser 6-7 000 sur un soute. Puis ça, c'est des dépenses qu'aujourd'hui, ils sont toutes dans mon garde-robe, ils me font toutes plus. Puis je me demande comme ça m'a servi à quoi. Fait que les autos, les montres, les restaurants, les voyages, les ci, les ça. Avec du recul, j'aurais pris cet même argent-là, je m'aurais discipliné, je l'aurais placé avec ce qui est arrivé durant la pandémie, la prise de valeur sur l'immobilier, sur plein de choses. J'aurais plus jamais à travailler de ma vie aujourd'hui. Je me rappelle juste d'un condo que je voulais acheter, c'était au Yule, au Vieux-Port. Yule Condominium? Ouais. Non, c'était pas Yule, c'était le You. Fait par un designer, j'ai oublié son nom. Je l'avais vu sur papier, ce building-là. Puis je regardais pour acheter un condo à ce moment-là, je pense qu'il était 600 000, 700 000. J'aurais pu le payer cash. Aujourd'hui, j'ai vu le même condo à vendre il y a quelques mois, il se vendait 2,4 millions. Mais c'est plein de moves comme ça que j'ai manqué parce que j'ai décidé de tomber un peu dans le vice puis vouloir vivre hors de mes moyens. Si c'est vraiment hors de mes moyens, non, je faisais 7 chiffres par année. Mais quand même, c'était pas intelligent du tout. Fait que c'était vraiment juste la partie de regarder les choses en ligne puis dire ça c'est normal puis je dois avoir ça, c'est le billet. Ça, c'est la pire erreur que j'ai faite. Puis j'aurais aimé avoir quelqu'un autour de moi qui me dit regarde, non, prends ton argent, achète de l'immobilier. Prends ton argent, place-la dans des actions. Prends ton argent, investis-la. Maintenant, si tu as 2 millions, 3 millions, 5 millions de collés, tu fais 250, 300, 400, 500 000 par année en intérêt sur ton placement, vas-y l'acheter ta Lamborghini. Tu as la valeur de placer de l'auto, tu peux la payer cash, puis l'intérêt sur ton argent paye le paiement. Prends-la. Là, c'est intelligent de le faire. Mais avant d'avoir ça, je trouve que non. Mais l'entourage, ça ressemblait à quoi durant cette période-là? Parce que tu as quand même des travailleurs autonomes, des entrepreneurs que eux aussi poussent, ils gagnent de bons chiffres. J'imagine aussi tu avais des mentors dans le réseau. Comment ça se passait à ce niveau-là? J'avais pas de mentor direct. C'était des mentors indirects dans le sens que c'était des gars, oui, qui réussissaient dans la même compagnie que moi, mais c'était pas du mentorship one-on-one. Comme je les voyais sur la scène, je leur parlais à des événements, mais on se textait pas, on s'appelait pas. Puis la majorité des gens qui m'entouraient, c'est des gens qui ont percé en même temps que moi. Fait qu'on a tous été comme une gang de gars entre, je dirais, 19 ans et le plus vieux avait 32 ans à ce moment-là. Qu'on est parti d'être tous broke. Ah là, tout d'un coup, on est tous millionnaires. Fait que c'est comme tout le monde s'encourageait l'un l'autre à faire des stupidités. Achète la Lambo, achète ci, achète ça. Exact. Tu sais, mon mentor avec qui je travaillais à ce moment-là, lui, avec qui j'étais en dessous directement, à un moment donné, il y avait 6 autos plus une grosse maison au Texas sur le bord de l'eau. C'est ton upline, c'est lui que tu vois de haut, c'est lui que tu te réfères à lui pour avoir des conseils, te faire guider. Tu vois qu'il fait ça. Fait qu'est-ce que je me dis, moi, c'est normal, je vais faire la même chose. Fait que c'était l'environnement, c'est très très important. C'est toujours plus puissant que l'individu. Puis mis à part de ça, c'était quoi la pire erreur que tu avais faite? Financièrement? Ouais. Honnêtement, c'est vraiment les autos. Les autos? Ouais. Jusqu'à ce jour, tu es un fan d'auto. Ouais, la situation est un peu différente aujourd'hui, là. C'est moins pire, mais encore des fois, je retombe dans mes vieux patterns. Je regarde pas, c'était-tu l'été passé? Non, l'autre été d'avant. Moi, j'avais un Cullinan dans le garage, une GT3 RS, une F12, puis un G-Wagon. J'avais pour 1,1 million de dollars de voitures de parquer dans le souterrain. Puis je me suis comme pogné moi-même à être en train de retomber dans tes vieux patterns. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, là. 3 mois plus tard, tout était parti. Fait que là, la situation n'est pas la même. Je peux plus me le permettre qu'avant, mais j'essaie quand même de me discipliner. Tu vois, là, j'en ai une. Puis à chaque fois que j'ai la pensée de je vais en acheter un autre, il faut que je me tape sa main. J'ai une auto normale pour tous les jours, puis j'ai une auto plus le fun pour l'été. Mais il faut que je me contrôle. Mais ça c'est vraiment ma pire erreur. Ça, moi, mon problème, il y en a que ça va être les restaurants, il y en a que ça va être le linge de marque. Moi, c'est les voitures. C'est quoi ça? Ouais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les autos, là.
Mais c'est une maladie. C'est vraiment une maladie, ouais. Puis au niveau de la gestion de ton argent, parce que je sais que tu as fait un peu de trading, selon ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Comment ça t'a été présenté, cette opportunité-là? Puis comment tu as vu l'argent à ce moment-là? Parce que c'est beaucoup d'émotions. Quand tu trades, tu connais un peu plus sur ta personne. Fait que c'était comment? Là, on parle plus spécifiquement du Forex. Exact. Ouais, j'ai touché à ça pendant 1 an à peu près. Comment je me suis fait introduire à ça? Écoute, il y avait un jeune, je nommerai pas de nom, il y avait un jeune qui avait été approché pour Kiani. Il avait 17 ans en temps. Puis ça prenait 18 ans pour faire Kiani. Qui n'a pas pu faire Kiani, puis il a juste branch out vers d'autres choses. Puis ce jeune-là, il est allé faire du Forex. Pendant 1 an et demi, je le voyais aller, puis il y a plein de gens qui m'approchaient, disaient « Ah, tu sais, il fait du Forex, il fait de l'argent, tu devrais t'associer avec lui. » À la base, dès que je vois quelqu'un avoir un cours de quelque chose, moi, je suis comme parenthèse, mon fonctionnement dans la vie, c'est du common sense. J'utilise ma logique. Toutes mes décisions sont basées sur logique. Si logiquement, ça fait pas de sens, il y a tout qui marche pas. Ouais. Là, je voyais le kid de 18 ans qui vendait des formations à 5 000 $. C'est un fléau au Québec depuis une couple d'années. Beaucoup. Ils le font même en immobilier maintenant. Puis c'est tous des gens qui n'ont aucune expérience dans ce qu'ils t'enseignent, là, mais bref. Fait que là, le jeune, je le voyais, il vendait des formations. Ouais. Tout de suite, j'ai dit, c'est un charlatan. Ça m'intéresse pas. À un moment donné, une belle auto qui arrive. Pour lui, là, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je nommerai pas les autos parce que les gens vont le reconnaître tout de suite. Là, à un moment donné, je me suis dit, crime, le gars doit faire de l'argent. Il y a comme 4 supercars. C'est quoi qui se passe? Fait que, contre mes propres conseils à moi-même, je me suis assis avec. Je suis quelqu'un de très direct. Je dis, écoute, je veux pas de fluff, je veux voir les comptes. Montre-moi tes affaires de trading. Là, il m'a montré son trading view avec ses pourcentages, combien il avait fait, ainsi de suite. Il m'a montré son broker. Ça avait de la legit. Fait que là, je lui ai dit, bon, regarde, si lui il est capable. Moi, je suis pas capable. Exact. Si quelqu'un est capable de faire quelque chose, n'importe qui est capable de le faire. Exact. Fait que j'ai décidé de me consacrer à ça, temps plein pendant 1 an. Est-ce que j'ai eu une mauvaise expérience? Non. Je crois qu'encore une fois, j'ai été à la bonne place au bon moment parce que c'était le Brexit. Et comme je dis, je prends beaucoup mes décisions basées sur du common sense. Fait que pour moi, ça a été très facile lire la situation politique du Brexit. Donc, toutes mes trades, je les faisais basées sur ce qui se passait avec l'Angleterre qui quittait l'Union européenne. Puis 80% de mes trades étaient sur GBP, JPY. Je peux vous montrer des screenshots. J'avais fait des trades à 6 chiffres. J'ai eu des trades, j'ai fait 100 000 de profit, des trades à 20 000. Donc, ça a bien été, mais du moment que le Brexit a fini, c'était fini. Et là, j'ai réalisé que le trading, je pense pas que j'ai les compétences pour le faire. Parce que mettons, si tu as un système de trading, encore une fois, il va durer un certain temps, puis ton système ne fonctionnera plus. Fait qu'il faut tout le temps que tu te réinventes, il faut constamment que tu trouves une nouvelle façon de garder un edge, si on veut. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très dur à faire à long terme. Il y a des gens qui sont capables, je leur lève mon chapeau, mais je pense pour 99,9% des gens, c'est du gambling. T'es aussi bien de devenir un joueur de poker professionnel. Ouais. Ça, c'est mon opinion honnête sur le Forex. Mais il faut aussi le capital aussi, non? Oui. Sauf qu'il y a un autre problème, c'est que dans le Forex, il y a beaucoup de leviers. Fait que c'est facile de dire, OK, je mets 10 000 en un 100 ou un 500. Et avec ton 10 000, tu peux faire des gros coups d'argent, mais du moment que tu te trompes un peu, tu wipes. Mais je pense sincèrement que 99% des gens n'ont pas la capacité de percer là-dedans longtemps. Je pense pas que c'est possible. Temporairement, oui, mais à long terme, je crois pas, non. Mais est-ce que ce jeune-là t'avait donné justement les bonnes capacités pour... Ah non, pas du tout. Lui, le gars, c'est un fraudeur. Ah ouais. Oh, et tous ses trades, c'était truqué, fake. Oh, OK. Ah ouais. Ouais, carrément. Là, son argent venait juste des ventes de formation. Littéralement. Ouais. Fait que dans le fond, ce qu'il t'avait montré, c'était juste une simulation. Ouais. Il y a certains brokers dans cette industrie, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là. Il y a certains brokers dans cette industrie-là qui vont trick les chiffres ou les trades sur ton compte parce que tu leur rapportes soit beaucoup de clients ou ils font de l'argent, peu importe. C'est une industrie qui est sale. OK. Ouais. Mais oui, non, le gars, 100% fake. Là. Oh, wow. Fait que j'imagine que ça t'a donné un dégoût pour cette industrie-là. Absolument. Puis, s'il va se reconnaître, s'il écoute, je m'en fous complètement. Là. La manière que je l'ai appris, moi, j'étais au Vieux-Port, on était sortis pour la F1. C'est en 2000...
2019, 2018, à peu près ça, là, je suis pas bon avec les dates. Mhm. Et on était sortis, on était quelques gars en supercar. On est sortis à aller souper. J'étais assis en face de lui. Là. J'étais avec mon ex dans le temps, lui, une couple de gars. Je reçois un appel d'un de nos amis communs qui me dit « Hey, est-ce que t'es avec XYZ? » Je fais comme « Ouais. » Il me dit « Tu peux-tu dire qu'il me répond? » Je fais « Écoute, tu m'appelles moi, c'est autant ton ami que le mien, Ouais. comme appelé direct. » Il dit « Ouais, ça fait des mois, j'essaie de l'appeler, il me répond pas, il a perdu, il me doit genre 100 quelques mille piastres. » Là, je suis comme... Et le gars, il me montre des trades à 7 chiffres, il part de rembourser 100 000, comme... Il y a Common sense. Ouais, comme si ça marche pas, là, comme si tu montes un compte que t'as littéralement des trades, tu fais des profits d'1 million, 2 millions sur un trade, comme dude, rembourse ton ami 100 000 piastres, c'est ça que tu fais. C'est pas un big deal. Puis c'est là que j'ai comme une lumière rouge qui est allumée dans ma tête, puis j'ai commencé à fouiller un peu, puis j'ai juste trouvé que c'était du fugazi de A à Z. L'argent venait vraiment des formations. Ben, jusqu'à ce jour, il est en train de se promouvoir en tant que Je le sais trader? pas. C'est vrai. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je suis le genre de personne, quand je coupe, je flush quelqu'un, il Direct. n'existe plus. Là. Il est mort, puis je m'en fous de sa vie. Là. Mhm. Et je sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'imagine que oui, parce que c'était très lucratif pour lui. Mais ouais, c'est mon expérience du Fait que c'est sport. pour ça que t'as jamais parti de formation pour coacher des gars. Je crois pas à ça, man. Je crois pas à ça. Je pourrais le faire. J'ai des skills de vente. Je peux apprendre beaucoup là-dedans. Même moi, puis c'est comme ça va peut-être sonner comme si j'avais un ego, même moi que je considère que j'aurais quelque chose à apporter, par exemple dans le domaine de la vente, je le ferais pas. J'aime mieux avoir comme live ce que je fais. T'sais, j'ai une business, je prends des jeunes qui ont faim, des jeunes qui ont un peu le mindset que moi j'ai eu toute ma vie, puis je leur donne une plateforme qui peuvent s'épanouir. Puis je vais les coacher dans le travail. T'sais, j'ai des gars en ce moment qui font des 30-40 000 par mois de commission à vendre. Mais ça me rapporte un fulfillment beaucoup plus élevé que de dire « Hey, donne-moi 5 000, je vais t'enseigner une théorie sur comment vendre. » Je crois pas à ça, l'enseignement de la théorie. C'est comme je vais te prendre par la main, je vais aller sur le terrain. Exact. Je vais te montrer comment vendre, je vais te faire performer, et la manière que tu vas me payer, c'est le profit que tu vas me rapporter. Mais les deux, ça va être une relation qui est gagnant-gagnant. Je vais pas essayer de te vendre une formation. Fait que je l'ai jamais fait, puis je pense que je le ferai jamais. Les vendeurs de formation, pour moi, là, mon opinion, c'est tous des charlatans. Sans exception. Moi, ce que je voudrais embarquer, c'est que, de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est que surtout, je pense une de tes qualités, surtout, c'est que quand tu embarques sur quelque chose, tu stick to it. Ouais. Je pense que c'était une de tes forces. Juste, mais nous, en perspective, c'était dans quelle période où est-ce que tu as embarqué, justement, dans le trading? Parce que je sais qu'avant, tu avais Kiani, qui fonctionnait super bien. Ta première année, tu as fait une super belle année. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, tu étais dans quelle période quand tu as embarqué dans le trading? Ça peut me ramener aussi à une question que tu m'as posée tout à l'heure. Ça vient de me faire penser à ça. C'est une autre de mes grosses erreurs, ça. T'sais, j'ai travaillé très fort dans Kiani les 3 premières années. Écoute, j'avais pas un mois en bas de 6 chiffres. Pas de vente, de profit dans mes poches. La commission. Exactement. Et j'étais jeune, j'étais con, j'étais immature. Je pensais que ça allait durer à l'infini. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré mon pied du golf. Puis là, j'ai vu, OK, l'organisation à route. Je n'ai pas besoin de rien faire. Ils font ça cool douce. Je réponds au téléphone, je fais ci, je fais mon événement une fois par mois, puis le reste du temps, je suis chez nous. Ça, c'est une de mes grosses erreurs. Très, très grosse erreur. Pour répondre à ta question, c'était dans la période que j'avais comme pris ma semi-retraite. J'étais plus actif sur le terrain. Et ça, c'est probablement mon plus gros némésis. C'est quand que je m'emmerde, que j'ai rien à faire. Là, je commence à faire des décisions pas intelligentes. Je me distrais en achetant des choses ou je me mets à faire des choses qui sont pas nécessairement dans mon répertoire de skills. Comme le trading, par exemple. J'étais chez nous du matin au soir. J'avais rien à faire. Fait que, si le trading est arrivé à ce moment-là, je sors, j'ai un revenu qui rentre ici, je vais prendre une partie de cet argent-là, je vais aller faire ça. Par chance, ça n'a pas été négatif comme expérience, mais avoir pris le même temps puis l'avoir investi sur ma vache à lait, j'aurais probablement eu 5, 6, 7, 10 fois les retours que j'ai eu en tradant pendant 1 an. Fait que c'était vraiment au moment que j'avais rien d'autre. Fait que ça, c'était vraiment le moment où tu as pu voir. Ben, ta force, c'est justement la communication. Pouvoir transmettre une vision à certaines personnes. Puis, t'en penses quoi des personnes qui veulent aller un peu partout sans nécessairement focuser sur une chose? Une chose pour les médias sociaux, c'est... Je regarde les jeunes aujourd'hui, parce que j'ai pris ma retraite quand de Camille, ça fait 3 ans, je pense 4 ans. Puis avant d'arrêter, je
je pourrais rentrer dans l'histoire tantôt si vous voulez, c'est parce que le fondateur de la compagnie est décédé dans un accident d'avion, puis la compagnie s'est fait vendre. Mais juste avant que ça arrive, j'avais donné une dernière go. Je m'étais dit, tu sais, c'est mon talent naturel, comme on y va, là. Je fais une autre run. Puis, j'ai beaucoup tu sais, je travaillais ici au Québec, il y avait beaucoup de jeunes qui rentraient comme 19 ans, 18 ans, 20 ans. Puis ce que j'ai vu, c'était une génération complètement différente de quand moi j'avais cet âge-là que j'avais commencé. Je comprenais pas le mindset. J'ai même dû me poser la question moi-même, mais c'est quoi qui se passe? Comment que ça se peut qu'en juste 7-8 ans, il y a un aussi gros shift de mindset dans comment que les gens perçoivent le succès puis comme les attentes qui se font. Et j'ai juste vu les gens ont un attention span de 3 mois. Ils commencent quelque chose, la lambeau n'est pas dans le cours après 3 mois. Comment on va faire d'autres choses? Ouais. Ça, dans ma tête, ça fait pas de sens. Ben, c'est même pas le bon focus. Si tu passes directement à avoir une lambeau, ça veut dire que t'as pas nécessairement le bon commitment. Je suis mitigé là-dessus. Je pense que tous les jeunes gars sont un peu pareils. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, c'était pour faire de l'argent, avoir des autos. Mon pourquoi a évolué, ma façon de voir la vie a évolué, mais au début, c'était vraiment le bling-bling qui m'a attiré à vouloir aller en affaires. Ça a été mon pourquoi initial. C'est sûr que si c'est ton pourquoi qui reste tout le temps, tu vas phase out, tu réussiras jamais. C'est quand que ça devient dur, quand que tu te regardes dans le miroir puis tu as envie de tout lâcher puis que tu es à bout, tu es vraiment au bout du rouleau parce que ça fonctionne pas. Si ta motivation, c'est les autos puis le bling-bling, c'est sûr que tu lâches. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça évolue. Mais si c'est la première chose qui t'attire, c'est pas grave. Mais tu sais, tout ça pour dire que les gars, c'est un peu comme ça qu'ils pensent. C'est plus une métaphore que je faisais, là, mais c'est juste, je viens de commencer, je fais pas 10, 15, 20 000 par mois comme j'entends sur Instagram de 46 formateurs différents. Ben, ça marche pas. Je vais aller faire d'autres choses. Puis là, les gars sont tout le temps en train de switcher. Ils font 3-4 mois dans la vente. Ils vont faire du réseau. Là, après ça, ils vont faire de la crypto. Après ça, ils vont faire du forex. Après ça, ils vont faire du coaching. Ça fait juste jouer au ping-pong. Mais à long terme, ils font jamais rien de concret ou de tangible. Mais sur ce point-là, justement, je pense qu'il y a, il y a un entre-deux. Ouais. Puis avant, tu étais avant ACN, je pense qu'on appelle ça. Ouais, j'ai fait ACN après Kiani. Parce que tu as fait 4 ans avec ACN, tu as eu énormément d'expérience, tu as répliqué le modèle à Kiani, justement, ça a réussi à exploser. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé que tu t'es dit, tu sais quoi, peut-être c'est le moment pour moi de faire la transition? Très bonne question. Je pense pour répondre à ça, c'est qu'il faut pas non plus être délusionnel. Fait que c'est bon que tu en parles. Je dis pas de prendre quelque chose, puis si ça marche pas 10 ans plus tard, tu es encore là. Ouais. 4 ans, écoute, à un certain point, je le savais que j'avais certains skills. Puis avec les skills que j'avais, je trouvais pas que j'étais rémunéré à ma juste valeur. Et quand je me suis mis à analyser pourquoi je fais pas l'argent que je fais, je me contredis un peu parce que tantôt j'ai dit de pas pointer des facteurs externes. À ce point-là où j'étais rendu, je pouvais me permettre de pointer un facteur externe, c'était l'opportunité dans laquelle j'étais. Puis c'était tangiblement quantifiable avec des chiffres. Si je rentrais X nombre de chiffres d'affaires, il me redonnait 11% à moi puis mon organisation. Tandis que Kiani, je rentrais le même chiffre d'affaires, il redonnait 56% à l'organisation puis à moi. Fait que pour les mêmes efforts, tu es payé 5 fois plus à une place qu'à une autre. Ça, c'est une pensée comme rationnelle, logique, tangible, de dire ça fait pas de sens, ça fait plus de sens. Mais j'avais de quoi de tangible que je pouvais lire la situation puis dire comme là, c'est le temps d'aller ici. C'est pour répondre à ta question. Je comprends. Non, that's good. Puis, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que je sais que le monde a une mauvaise connotation du MLM ici au Québec. Effectivement, oui. Qu'est-ce que tu penses justement de ces personnes-là qui ont une mauvaise appréhension par rapport à cette industrie, parce que c'est quand même une industrie dans laquelle tu as réussi. Puis, tu sais, on va dire, c'est toujours ceux qui sont au top qui vont réussir, mais toi, tu avais 22 ans. Moi, tout le monde commence en bas. J'ai commencé en bas, tu sais, quand je me suis inscrit en 2011 dans l'ancienne, j'étais-tu au top? Non. J'étais tout seul, le petit gars de Drummondville, gêné, pas capable de parler aux gens. Puis j'ai bûché, puis j'ai fini par bâtir une organisation. Mais il n'y a personne dans... Ça, j'ai jamais compris cette mentalité-là. C'est comme s'il y a des gens qui démarrent dans le réseau, se font mettre en haut d'une organisation, puis d'autres se font mettre en... Ça marche pas comme ça. Tout le monde commence à la même place. Ça, c'est peu importe l'industrie aussi. Ouais, exact. Puis c'est les efforts qui font en sorte que tu te rends où, puis tu fais combien d'argent. Pour répondre à ta question directement, je comprends, je suis capable de comprendre les gens qui ont une connotation négative du MLM.
Je suis capable de me mettre dans leurs souliers. Est-ce que je suis d'accord? Non. Nomme-moi une autre industrie que tu n'as pas de cap salarial, que ton succès dépend 100% de toi. Que la façon que tu es payé est la même pour moi qui a fait des millions ou toi qui commencerais demain matin. On a le même plan de rémunération. On vend le même produit. Tout fonctionne pareil. La seule chose qui nous différencie, c'est ce que moi j'ai entre les deux oreilles et ce que toi tu as entre les deux oreilles. Et tu peux avoir cette opportunité-là pour 500, 1000, 1500 $. Est-ce qu'il existe d'autres choses que tu peux faire pour aussi bas puis qui peut te donner un upside aussi élevé? Non. Est-ce que c'est garanti que tu vas réussir? Absolument pas. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu sais, combien de gens vont à l'école, perdent 6, 7, 8 ans de leur vie, ils travaillent même pas dans ce qu'ils ont étudié. Est-ce que ça fait en sorte que l'école, c'est un scam? Pas vraiment. C'est combien de jeunes, ils sacrifient toute leur jeunesse au complet pour essayer de percer dans du sport? Combien percent? Pas beaucoup. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Oui. Si tu perces, oui. Si tu perces pas, tu as essayé quelque chose. Fait que le monde, ils sont négatifs par rapport à ça. Je suis pas d'accord. Je suis un exemple de quelqu'un qui est parti d'absolument rien. J'avais aucune garantie, aucune certitude. Puis même, je pars de pas mal plus loin que beaucoup de monde que j'ai vu commencer dans le réseau. Parce qu'il a fallu que je change ma personne pour réussir. Ouais. Puis j'ai été capable de réussir. Fait que quand je vois quelqu'un dire c'est une arnaque, c'est un scam, non, bon, c'en est pas un. T'es juste pas prêt à faire les choses que t'as à faire pour réussir. Puis les chiffres dans le réseau sont le même que dans n'importe quoi dans la vie. Oui, 1%, 2%, 3% des gens vont faire des gros chiffres. Le reste vont faire un peu ou rien du tout. Mais des fois, est-ce que tu penses que ce ne serait pas des pensées limitantes qui se fixent juste pour excuser justement les résultats qu'ils n'ont pas eu? Oui, tout à fait. Ça revient à ce que je disais au début. Chaque humain a un ego. Je pense que c'est difficile de se regarder dans le miroir et de dire c'est moi le problème. C'est beaucoup plus facile de dire l'industrie c'est une arnaque. Ça fait moins mal. Mais quand tu es capable de t'auto-analyser, c'est important d'avoir des conversations difficiles avec soi-même. Fait que 100%, oui, c'est des pensées limitatives. Puis aujourd'hui, est-ce que si tu avais une opportunité pour recommencer les réseaux, est-ce que tu l'aurais fait? On en a parlé un peu avant de commencer. Tu m'aurais posé la même question il y a 4-5 ans. Je t'aurais dit, si j'ai recommencé ma vie, je ferais la même chose. Aujourd'hui, je serais plus penché à dire non. OK. Je pense que si on a les mêmes circonstances qu'on a aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent que cela en 2025. Mais c'est beaucoup plus difficile de la garder aujourd'hui que ce l'était là, 10, 15, 20 ans quand tu réussissais. Développe là-dessus, oui. Je vais développer, je vais juste finir sa question. Fait que, si j'avais recommencé, je pense que j'irais peut-être plus vers de la vente. OK. Puis de la vente qui high ticket, grosse commission, dépend juste de moi. Pas de j'ai besoin de rentrer 2000 reps par mois, puis j'ai 2500 personnes à gérer, puis des crises, du drama, des personnalités, des ci, des ça. J'ai juste moi puis moi-même à gérer. Fait que si ça serait à recommencer, je pense que j'irais plus vers peut-être quelque chose comme ce que je fais aujourd'hui, qui a du réseau. Pour répondre après ça à ta question, quand moi j'ai commencé dans l'MLM, il n'y avait pas vraiment d'opportunités. En fait, c'est pas vrai. Il y a toujours des opportunités, mais de faire de l'argent comme ça, je pense pas. Si j'aurais pu aller vendeur d'assurance, j'aurais pu être courtier immobilier, j'aurais pu faire 50 choses différentes, mais les chances, c'est que j'aurais capé probablement 80, 100, 120, 130 000. Ouais, Même si j'étais un top gun avec des skills, j'aurais probablement capé à 130 000. Fait que quand moi j'ai commencé le réseau, c'était probablement une des seules opportunités qui pouvait te permettre de faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y en a plein. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions c'est facile de comme tomber un peu dans le pattern de croire sa propre publicité puis de penser que ça va durer à l'infini. Puis là, comme je disais tantôt, les médias sociaux, tu regardes tout le monde sur Instagram, on a l'air d'avoir une Lambo, une Ferrari, les grosses montres, les ci, les ça. Fait que il y a du monde qui perce dans XYZ, font 200 000, 300 000, 500 000, l'argent part au complet de suite. Comme les gens sont moins attentionnés, moins patients avec leur argent que les gens l'étaient il y a 10, 15, 20 ans, selon moi. Fait que c'est plus facile à en faire, mais il y a beaucoup plus d'opportunités de dépenser aussi. Si je regarde, on parlait des autos tantôt, là, ma maladie mentale. Si je recule, là, 12 ans, 13 ans, quand j'ai eu ma première belle auto, les leasings, ça n'existait pas vraiment. Il y en avait, mais c'était pas comme aujourd'hui.
Si tu voulais acheter une auto, finance à la banque. Je sais pas si j'imagine que vous le savez, là, mais financer une auto de 200-300 000 à la banque, ils vont pas donner ça à n'importe qui. Là. Même si tu fais 500 000 par année, sont tes actifs, ou ta maison, ou ta valeur nette. Là, ils vont te faire un prêt pour une affaire inutile. Mais aujourd'hui, avec les leasing, tu arrives chez Lambeau Montréal, elle vaut combien la Huracan? OK, 2,80, 30 000 plus taxes. Tiens, je mets le dépôt, 3 500 par mois, tu pars avec la Lambeau. Fait que c'est tellement rendu accessible de dépenser sur des choses comme ça que les jeunes qui percent, l'argent part. Là. Les montres, même chose. Il y a des bijoutiers en ce moment, ils financent des montres. Si tu veux une Rolex à 50 000, prends-les sur un plan de paiement. 2 500 par semaine au bijoutier. Et tu sais, c'est ça, moi, dans mon temps, ça n'existait pas. Fait que c'est un peu ça, ma perspective sur... C'est plus facile, oui, mais c'est beaucoup plus dur de se contrôler. Il y a beaucoup plus de vices et beaucoup plus tentant de dépenser sur des choses. Puis j'imagine, aujourd'hui, tu as un entourage un peu plus solide. Ouais. C'est quoi les patterns des personnes à succès autour de toi que tu as remarqué? C'est des gens qui changent pas d'industrie sans arrêt. C'est des gens qui sont stables dans ce qu'ils font. Et le grand dénominateur commun, c'est tous des gens qui vivent sous leurs moyens. Si vous voulez, à la fin, je pourrais vous montrer une conversation avec un de mes amis en Californie. Lui a fait sa fortune dans le payment processing. Méthode de paiement, là? Oui, exact. Ouais. Exact. Il faisait du haut risque. OK. Fait que lui, il faisait tout ce qui est, par exemple, gambling, industrie du sexe, peu importe. C'est vraiment ce que normalement les compagnies établies ne font pas. Là. Ouais. Il a vendu ça. Le monsieur est plus vieux, je pense qu'il a 47 ou 48 ans. Il a vendu sa compagnie, ça fait 7 ans ou 8 ans. 450 millions US. OK. Le gars, il a très bien réussi dans la vie. À chaque fois que je m'assieds avec lui, je vais chez lui en Californie, on se parle. Il me dit qu'il se sent comme broke. Il dit, bro, je stresse. Il dit, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'actifs pour laisser à mes enfants. Le gars, il est dans un mindset constant de il se sent broke. Il a vendu une compagnie de 450 millions. Puis l'argent est allé dans ses poches. Là. Fait que c'est là, comme je le regardais, je dis, toi, tu te sens broke avec ça, comme ça, dire que moi, ça comme shift un peu la perspective, les conversations que j'ai avec lui. Puis beaucoup de mes amis ou mes connaissances qui ont réussi, ils pensent comme ça. C'est pas vraiment... C'est pas une mentalité de scarcity envers l'argent, mais c'est plus une mentalité de... C'est comme, ils en veulent tout le temps plus, puis ils ont tout le temps peur de... Comme, qu'est-ce qui arrive ici? C'est lui, son gros affaire, c'est la situation économique. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est l'apocalypse. J'en ai pas assez de coller, j'ai pas assez d'argent. Fait que c'est là que je vois, puis je le regarde, il y a une collection de voitures de 15 ou 20 millions, il y a plein de choses. Mais à chaque fois qu'il veut faire une dépense, ça prend tout le temps 3 mois, 4 mois, 5 mois avant qu'il décide. OK. Il me parlait qu'il voulait acheter la nouvelle W1 de McLaren. Il a reçu l'invitation. Ça fait depuis qu'ils ont annoncé McLaren Lotto qu'il est en ping-pong si oui ou non il l'achète. Je le regarde. C'est avec l'argent que tu vaux, là. Ça change. Ça change quoi, là? Même si tu mets 1.2, 1.3 de plus sur une auto, si ton argent est placé, juste l'intérêt que tu fais sur ta fortune va payer ça x10. Mais c'est un peu la mentalité commune que je vois chez tous eux autres. Ils sont pas dépensiers. Très calculés, très prudents avec l'argent. Analyse 10 fois avant de prendre une décision puis d'acheter quelque chose qui n'est pas un actif, quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Mais à l'inverse, quand c'est pour investir, là, le chéquier sort de suite. Fait que ça, c'est un risque qu'ils sont confortables à faire. Même s'ils peuvent perdre leur investissement, les gens sont très rapides. Comme l'opportunité que je regarde, ça fait du sens beaucoup. Ils écrivent le chèque tout de suite. Parce que leur mindset, c'est bon, si je pitch de l'argent sur 5, 10, 15, 20 compagnies, il y en a une qui stick, même si j'ai perdu de l'argent, c'est 14 autres. Je vais pouvoir recover de toute façon. Exact. Puis est-ce que ça a été tough, changer d'entourage par rapport à aujourd'hui? Parce qu'on s'entend que quand tu avais fait tes erreurs, tu avais un certain entourage. Puis aujourd'hui, j'imagine que tu dois avoir certaines personnes qui sont différentes ou c'est le même entourage? Non, c'est différent. Est-ce que ça a été tough pour toi de couper les lignes? Ça, je dirais, j'ai eu une habileté naturelle à couper les gens. Fait que pour répondre à ça, non. Je sais que pour certains, ça peut être dur de faire ça. Mais non, dès que je réalise que quelque chose est toxique, ou peu importe de quelle façon, je coupe direct. J'ai pas de problème à faire. Tu sais, même quand j'ai commencé dans le réseau, tous mes amis que j'avais du secondaire, j'ai coupé ça, ça n'a pas pris de temps. Là, 3 mois, je parlais plus à personne. Puis même chose avec certaines influences que j'ai eues au fil des années qui n'étaient pas bénéfiques pour ma croissance personnelle, j'ai coupé tout le monde. Ça me rend peut-être un peu loner,
Je suis pas entouré d'énormément d'amis, mais je suis entouré de gens de qualité. De bonnes personnes, ouais. Puis là, j'ai des gens autour de moi qui m'influencent positivement. Des fois, j'ai un groupe, j'écris, je vais acheter quelque chose, je l'envoie dans le groupe, je me fais ramasser par tout le monde. Ok. Ah ouais. Peut-être que- Ben, c'est bon, c'est une bonne gang pour te rappeler justement qu'est-ce qui est supposé être fait. Puis j'ai une autre question pour toi. Ouais. Si tu pars tout demain, tout, Ouais. comment tu fais pour te rebattre ça? La vente. La vente. Honnêtement, comme j'ai dit tantôt, ce que je fais en ce moment, c'est si je ferais quelque chose de similaire. Je trouverais quelque chose que je peux vendre à high ticket, grosse commission. J'ai pas de cap à combien d'argent je peux faire. Mhm. Avec mes efforts personnels, je suis capable d'aller chercher 50, 60, 80, 100 000 par mois de commission. Je prends l'argent au complet. Je vis comme un moine. Je dépense sur rien. Je prends une petite 2,5 qui me coûte 1500 par mois. Pas d'auto, rien. C'est une auto de base. Puis je colle. Je place. Puis je fais un sacrifice 3 à 5 ans. J'ai pas de vie. J'ai pas de vie sociale. Je sors pas. J'ai pas de blonde, rien. Là. Je suis juste sur mon grind puis j'arrête pas. Mhm. Normalement, 3 à 5 ans, c'est assez pour virer ta vie de bord complètement. Si tu es intelligent avec ton argent. Mais j'aimerais savoir justement, parce que je sais qu'il y a des types de personnes qui sont un peu différents. Il y a des gens que pour atteindre un autre chiffre d'affaires ou peut-être un autre palier, eux, ils doivent avoir des dépenses. Ils doivent avoir ce stress au cul pour justement performer. Exemple, comme l'exemple que tu as donné justement, faire du cash, Ouais. c'est dans ton petit 2,5, comment tu penses que ça serait possible si par exemple tu es dans ce milieu où ce que tu sens pas que tu dois prospérer? Tu vois, je faisais? Tu poses la question à la bonne personne. Ouais, Ça, c'est de la manipulation que je me faisais à moi-même, cette façon de penser-là. ouais. Je suis quelqu'un qui a besoin de stress pour opérer, justement. Tu sais, quand j'ai arrêté dans le Kiani, j'ai pris comme ma retraite, c'est parce que je faisais de l'argent à rien faire. J'avais aucun stress qui me poussait à travailler. Mhm. Fait que souvent, j'ai justifié des dépenses, comme des voitures, ou des choses que je devrais pas, sur exactement cet argument-là. Mhm. Puis je le disais pas à d'autres gens, je le disais à moi-même. Là. C'est comme, je sais que j'ai besoin de stress pour opérer, fait que ma dépense de 200 000 pour une auto est justifiée. C'est honnêtement, avec du recul, c'est juste, tu t'auto-manipules en passant comme ça. Tu peux te garder broke en mettant de l'argent à des places intelligentes. Tu as besoin de pas voir beaucoup dans un compte pour travailler. Sure, ça je le crois, je suis comme ça. Prends le 100 000 que tu viens de faire, prends le 200 000 que tu viens de faire, mets-les dans un portfolio d'actions que tu peux pas toucher. Je comprends, ouais. Tu vas être broke, tu n'auras pas d'argent, tu peux pas accéder à cet argent-là, Mhm. mais au moins ton argent va fructifier, puis ton futur va être sécurisé. Le problème, c'est que le monde, généralement, qui pense de même, moi en premier, c'est pour justifier des dépenses stupides. Donc, je suis d'accord que oui, il y a certains gens qui opèrent sous le stress, il y en a d'autres qui sont pas capables, mais il y a une façon d'opérer de façon intelligente sous le stress. Mhm. Ouais, C'est d'être prudent that's avec good. ses décisions. That's good. Sinon, j'aurais peut-être une autre chose. Vas-y. Je vais peut-être- enchaîner avec ma question. Mais j'aurais peut-être une autre chose. Je sais que tu as parlé d'immobilier. Je pense que la seule chose que tu n'as peut-être pas parlé, c'est comment tu es rentré là-dedans. Encore une fois, il y a eu ACL, Kiani, il y a eu trading. Je sais pas s'il y a d'autres. La crypto aussi. La crypto. Je sais pas s'il y avait autre chose encore. Mais exemple, si on parle juste de l'immobilier, comment tu es rentré là-dedans? J'ai puis pas touché à l'immobilier. Personnellement, je considère que j'ai manqué la vague. J'avais eu beaucoup d'opportunités avant la pandémie. Mhm. J'ai pris les mauvaises décisions. J'ai acheté des affaires que j'aurais pu me mettre sur des condos, des blocs. Là, l'immobilier, présentement, me fait peur. Ouais. Ouais. Pourquoi? Les valeurs ont trop sauté. Encore une fois, common sense, logique. Est-ce que les prix, je peux vous retourner la question, est-ce que les prix en ce moment des blocs, des maisons font du sens? Non. Ouais, Est-ce que les gens sont capables de s'acheter des maisons live? difficile. Non, c'est très difficile. Donc, les chances que ça continue à aller vers le haut, moi, logiquement, je trouve que à un moment donné, ça doit péter. Ça peut pas continuer à juste monter. Les salaires ne suivent pas. Mhm. C'est ça. Fait que si personne dans 5 ans, mettons que ça continue encore pendant 5 ans, cette croissance-là, 90% de la société sera pas capable de s'acheter une maison. Donc, forcément, il y a quelque chose qui va ramener les prix vers le bas. Mhm. Donc, la croissance qu'il y a eu depuis, c'était quand le COVID a commencé en 2020, 2021, Enfin, ben, ouais. à peu près. La croissance des prix depuis ce moment-là, moi, ça me fait peur. Je trouve qu'aujourd'hui, puis tu sais, je suis pas de. Peut-être quelqu'un va écouter ça, puis c'est un expert en immobilier, on va dire, le gars qui sait pas de quoi qu'il parle. Ça se peut. Mhm. Mais mon common sense me dit que c'est pas le temps. Ça, c'est comment je pense. Bourse, même chose. Ah ouais? Ouais. Ok. Puis en plus de ça, depuis tantôt, tu parles de placer de l'argent. Moi, ce qui me fait triper, pour révéler ma sauce, là, j'adore les business plates. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui, par exemple,
faire attention à. Je veux pas te répéter, quand tu as un secret, quelque chose qui marche, tu peux pas trop le dire. Ouais, je comprends. Tu sais, en ce moment, au Québec, il y a beaucoup de boomers qui ont des business très plates, qui n'ont pas de succession. Rachat d'entreprise. L'achat d'entreprise. Ah, j'en entends souvent parler, moi. Ça, c'est quelque chose qui me fait triper. Mhm. Donne-moi la business la plus plate possible. Donne-moi une compagnie d'excavation, là, je suis au paradis. Je suis pas attiré par le bling, là, comme le monde crypto aussi, ça. Mhm. Je crois pas. Traditionnel. Ouais. Il y a une raison pourquoi ça marche depuis des décennies. C'est des business qui sont simples. J'aime ça. C'est des business que tu peux runner sur du common sense, sur des skills. S'il n'y a pas de 72 facteurs externes qui affectent si une journée ça pompe de 40%, puis le lendemain ça drop de 300%, puis 2 jours après ça remonte de 2000%, puis tu es dans la ronde là, avec tes investissements. Fait que moi, c'est ce que je fais en ce moment. Tu voulais parler un peu de crypto. Je crois beaucoup à la blockchain. Je crois que la crypto est une bulle. Puis là, je sais qu'il y en a plein qui vont écouter ça. C'est une bulle. Même si ça dure encore 5 ans, ça continue à faire ça pendant 5 ans, je pense que c'est une bulle. Mais je pense que la blockchain est là pour rester. En ce moment, j'ai investi dans un projet avec un de mes associés de Dubaï. C'est un incubateur sur la blockchain pour faire des startups qui veulent se faire financer soit en tokenisation. Par exemple, quelqu'un veut vendre un condo, fait un X nombre de tokens, nous, on va le mettre sur le marché, puis on fait de l'argent comme ça. Puis aussi, on a une banque purement décentralisée. Fait que si vous connaissez, par exemple, Revolut ou des wallets que tu peux transférer de l'argent, généralement, sont custodiennes de ton argent. Il faut que tu envoies tes fonds sur la plateforme. Puis là, tu peux utiliser le wallet. Nous, on a une technologie que les gens sont custodiennes de leur argent. C'est pas nous qui gardent leur argent. Puis ils peuvent choisir le wallet qu'ils veulent. Et là, on fait des transferts instantanés avec une carte débit de fiat à crypto. Fait que ça, c'est quelque chose que ça me passionne, je trouve que ça fait du sens parce que ça a une utilité. C'est pas juste un coin que le monde dit OK, ça vaut X nombre d'argent. Il y a une utilité tangible derrière ça. Fait que ça, c'est des choses en ce moment que je pense que c'est des bons moments à investir. C'est encore dans les stages embryonnaires. Mais immobilier, stocks, je sais pas. Ouais. Fait que est-ce que ces opportunités-là sont bonnes selon ta perspective pour venir protéger ton argent? Parce que il y a faire de l'argent, mais aussi protéger son argent. Je le vois un peu comme du high risk. Okay. À long terme, je suis certain que ça va fonctionner. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un downturn? Oui. Je le traite pas comme un investissement safe. Okay. Entreprise, par exemple, traditionnelle, oui. Demain matin, j'achète une compagnie d'excavation que ça fait 50 ans qu'elle roule. Je vois pas ça comme un risque. Ça, oui. Okay. Mais par exemple, des investissements un peu plus funky, si on veut, là, comme sur la blockchain, c'est un peu plus de high risk. Si je vais, on va dire sur rachat d'entreprise, je sais que tu ne veux pas dire toutes les sources et tout. Mettons, on va se donner. Je te donne un exemple, puis je voudrais voir un peu ton mindset, comment tu risques la business. Parce que je pense que c'est ça l'objectif. Ouais. Tu achètes l'entreprise, tu maximises. Ça, je pense que tu as une porte de sortie où tu la gardes. Ouais. Porte de sortie, toi. Fait que si par exemple, on prend entreprise de toiture. Ouais. Aujourd'hui, tu l'achètes. Ouais. C'est quoi ton plan d'action, puis c'est quoi ta porte de sortie? Premièrement, c'est d'analyser au niveau du fonctionnement actuel de l'entreprise. Fait que, souvent, ce que j'ai remarqué avec les entrepreneurs, les vieux de la vieille, sont très bons dans une chose, mais sont pas bons dans tout le reste. Puis généralement, ils essayent de tout faire par eux-mêmes. Fait qu'il y a toujours moyen d'optimiser. Il y a toujours des employés qui sont là, ça fait 20 ans, puis ils pensent que leur poste est garanti parce que ça fait 20 ans qu'ils travaillent pour l'entreprise. Ils font juste siphonner de l'argent parce qu'ils sont incompétents. Ça, c'est une façon que tu peux optimiser une entreprise. C'est couper le pas nécessaire. Optimiser comment c'est géré. T'assurer que s'il y a $1 qui rentre, il te reste 30 sous de profit. Est-ce que je suis capable d'augmenter ce 30 sous-là à 35 sous, à 37 sous? Ou que je peux réduire mon cost d'opération? Une fois que ça c'est optimisé, là, c'est juste de scale. Puis là, c'est vraiment département marketing-vente. Puis ça, c'est ce que je suis un peu bon. Donc, au niveau de la vente, c'est relativement simple, le scale des entreprises. Ça, c'est l'MLM qui m'a appris ça. Je prends toujours des gars qui ont faim, je les amène, je trouve une façon de générer des leads, j'ai mes façons de générer des leads qui fonctionnent bien, puis je fais juste mettre une gang de vendeurs sur Let's Go. Tu leur donnes une bonne commission, tu as 5, 6, 7 gars qui peuvent aller chercher des 3, 4, 500 000 par année de commission, ton chiffre d'affaires va quadrupler. C'est comme ça que j'optimiserai une entreprise.
Ouais. Puis d'après toi, est-ce que tu as la meilleure façon de générer des leads pour ce genre de business? Ah ben là, C'est vrai. tout le monde se bat pour les mêmes leads. Je comprends, je comprends. T'sais, Facebook, pas Marketplace, mais Facebook Leads, je suis pas un fan. Mhm. Comme tout le monde en fait. Ouais. Ok. À moins que tu sois dans une industrie niche, que tu n'as pas énormément de compétition. Mhm. C'est Google AdWords, ces choses-là. Ça fonctionne, mais le coût aujourd'hui pour sortir un lead qualifié est très cher. Il y a une autre chose qui fonctionne bien, les centres d'appel. J'en ai fait beaucoup. Mais encore là, plus que ça avance quand tu es dans une industrie qui est saturée, plus ça coûte cher à sortir un lead. Ouais. Là j'ai une façon qui fonctionne très bien. Puis si je la dis, puis il y a du monde qui allume là-dessus, Ok, ils vont- j'aurais pu ma source de lead. Parce que les gens, Ouais. ils pensent pas à faire ça. Mais ma conversion en ce moment est littéralement de 50%. Ok, Ah. wow. Ok, ok. Fait que ok, j'ai ok. mes gars, ils se présentent sur des rendez-vous. 1 sur 2 va closer en vente. Ok. Ouais. C'est des leads ultra qualifiés. Fait que ça crée de belles opportunités aussi pour eux Ouais. de générer de bonnes Ouais, sources de absolument. revenus, surtout s'ils n'avaient pas l'habitude pour une entreprise très Ouais. traditionnelle. Nice. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a présenté à cette forme d'investissement ou bien toi, tu faisais tes recherches puis tu l'as trouvé? Pour, mettons, racheter des entreprises. Exactement. Non, encore là, du common sense. Ok. L'idée m'est venue, il plusieurs années, je louais une maison sur le bord de l'eau, sur la rive sud. Mhm. Et le propriétaire de la maison, c'est un monsieur qui avait, il l'a toujours d'ailleurs, là, une grosse compagnie de cuisine, fait des armoires, puis ainsi de suite. Puis je chialais tout le temps que son fils ne voulait pas reprendre la compagnie. Il a essayé de me vendre la compagnie 2-3 fois, on en a parlé brièvement. Je l'ai jamais acheté. C'est quand même une grosse opération. Je ne peux pas les fondre. Le monsieur voulait 8 chiffres. Puis c'est là que j'ai pensé, il ne doit pas être le seul dans cette situation-là. Il y en a combien d'autres que, tu peux prendre des entreprises un peu plus petites, ça coûte 2 millions, 3 millions, 4 millions à acheter, ta scale quadruple ton argent quand tu revends au bout de 3-5 ans. Mhm. Puis l'idée m'est vraiment venue de ça, avec des conversations de lui. J'ai juste une lumière qui a allumé, j'ai fait, c'est sûr qu'il y a plein de monde de son âge qui sont dans la même situation. Puis les jeunes aujourd'hui, ils sont tous pas intéressés par ça. Ils veulent tous faire de la crypto, de l'investissement, du Ils ci, veulent ça. quelque chose de plus flashy. Ben oui, ils veulent faire de l'argent sur leur téléphone. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, parce que je pense qu'on avait quelqu'un qui était dans le rachat d'entreprise, dans le transport. Dans le transport. Ouais, il était exactement dans le Ça, c'est transport. compliqué comme industrie. Ouais, j'imagine. Ouais. Fait que, ce que je voudrais savoir, je sais que tu as parlé des jeunes et tout, peut-être il y a certains jeunes qui vont penser que ça va sortir de leur capital propre, peut-être pour l'acquisition d'entreprise. Mais ce serait quoi les stratégies d'après toi? Peut-être que tu l'as même déjà fait Ouais. pour pouvoir entamer justement. Financement par le propriétaire. OK? De mon expérience, quand ils s'en viennent vraiment désespérés puis ils veulent absolument aller à la retraite, ils sont très ouverts à faire ça. C'est sûr que ça va prendre un certain capital. Les chances que tu trouves quelqu'un qui va te la financer à 100% plus faible, est-ce que c'est impossible? Non. Mhm. Mais si tu es capable de coller 100 000, 200 000, 300 000, c'est généralement money talks. C'est pas non plus de dire, tu là, regarde, je veux que tu m'as finances, puis non, tu fais ta diligence, tu regardes l'entreprise, tu visites, tu parles. Tu mets 300 000 sur la table, tu dis, écoute, est-ce que tu es prêt à me financer le reste? On fait le switch tout de suite. Souvent, il y a des gens qui vont être enclins à dire oui à ça. Il y a moyen d'aller à la banque aussi. C'est un peu plus difficile. Personnellement, j'ai pas tant d'expérience avec des financements qu'une institution pour une entreprise, fait que je pourrais pas répondre. Mais généralement, c'est trouver un propriétaire qui veut travailler. Puis ça a toujours été avec tes propres fonds. Ah. Ok. Puis toi, c'est quoi ton moyen de négocier avec eux? Parce que je sais que des fois, il y a le matériel qui est un peu plus vieux, fait que tu peux venir jouer là-dessus. Ça dépend toujours de l'entreprise. Ok. Mais généralement, c'est de trouver des choses qui marchent pas. Ok. Puis des choses que moi, je le sais que ça va me coûter du temps, mais je suis capable de le quantifier en argent, les problèmes qui sont là ou les choses qui doivent être réglées, puis ça peut être un facteur qui peut diminuer le prix. Mhm. C'est aussi de trouver des gens qui n'ont pas nécessairement... Les pires affaires, c'est le monde qui utilise des courtiers, là. Ça c'est plus dur. Ouais, je comprends. Mais des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement une connaissance de ce que leur business vaut, c'est plus dur à trouver, mais c'est trouvable. Ça, c'est des coups de circuit généralement. Toi, généralement, c'est toi qui fais la recherche ou tu as une personne qui s'occupe de ça? Non, je vais faire la recherche moi-même. OK. Puis c'est souvent de bouche à oreille. Ou je te dis, j'applique ce que j'ai appris dans l'MLM à toutes les Exactement le même Ouais. système, puis Ouais. ça continue à rouler. Référence de référence de référence Nice. de référence, puis Ah. tu te rends quelqu'un pas. Nice. Fait que c'est pour ça que t'as Référence, dit- c'est toujours une bonne... Ouais. Oh, la vie, c'est une game de contact. C'est pas ce que tu sais, c'est pas tes talents, tes skills, c'est qui tu connais. Je te connais maintenant, Nicolas. T'as pas faire des affaires ensemble. C'est bon, ça, c'est bon. Mais c'est vraiment, là, je te dis, c'est magique. Mhm. Juste t'écouter, d'être à l'écoute. C'est pas... Quand tu cherches trop, tu trouves pas.
C'est de laisser, comme, fais ce que tu as à faire, fais tes choses, travaille, puis laisse les opportunités se présenter. Il faut juste que tu sois à l'affût pour les détecter. Parce que si tu pousses, tu essaies d'aller à la tête à travers un mur, moi, ça n'a jamais fonctionné dans ma vie quand j'ai essayé de faire ça. Puis ça voudrait dire quoi pour toi, immigrant visionnaire? Je te dirais quelqu'un qui change de pays pour améliorer sa vie, pour avoir des choses qui sont pas possibles à avoir d'où qui vient. Quelqu'un qui est prêt à tout, dans la mesure que toutes les choses restent légales et intègres et éthiques, là, mais qui est prêt à tout et à donner son 200% pour avoir une vie meilleure. Ça a été le cas de moi, ça a été le cas de ma famille. En un nutshell, c'est un peu comme comment je vois la définition d'immigrant visionnaire. J'ai un gros problème avec l'immigration présentement qu'on a au Canada. Ah ouais? Ouais. Ça me dérange beaucoup. De un, En tant qu'immigrant qui dit ça. je peux me le permettre. Nous, ça a été très difficile de rentrer ici. Ça a été très, très difficile. Puis quand on est rentré, on s'est soumis, si on veut, à la culture d'ici. On n'a pas essayé de rapporter notre culture d'un pays communiste. Je comprends ce que comme- c'est ça. On Vous change. êtes conformé. Exact. Puis ce qui me dérange en ce moment, c'est l'immigration de masse. Les gens, à la base, pourquoi tu quittes ton pays? T'es pas bien. Tu sais, on s'entend, immigrer, c'est pas facile, là. C'est une décision qui est lourde, c'est très difficile, t'es dépaysé, là. C'est vraiment, vraiment dur. Fait que si t'es à une place que t'es tellement pas bien, que t'es prêt à prendre une décision ultime pour t'en aller ailleurs puis recommencer ta vie à zéro, pourquoi tu ramènes les mœurs, les cultures puis les mauvais plis que t'avais chez vous ici? Comme rendu là, reste chez vous. Exact, ouais. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Puis je suis une opinion très forte sur ça, ça me dérange. Les gens arrivent ici, puis je pointe personne en particulier, là. Mais ils partent d'une place, ils arrivent ici, puis ils se mettent dans leur communauté à eux, puis ils sortent pas de leur communauté. Puis la majorité, ils apprennent même pas le français ni l'anglais. C'est vrai. Rendu là, reste là-bas. Pourquoi t'es ici? Comme tu veux venir ici parce que t'as des opportunités que t'as pas chez vous, comme ça, ouais, go. Tu vas rapporter quelque chose à la société. Puis généralement, les immigrants qui viennent ici, qui ont faim, qui veulent vraiment changer leur vie, vont contribuer à la société plus que plusieurs Québécois. Fait que c'est juste, il faudrait trouver une balance, comment filtrer. Mais c'est important que les gens qui arrivent ici, qui aient le bon mindset. T'es dans un nouveau pays, t'es plus chez vous, adapte-toi. Il y a des opportunités incroyables. C'est ce que j'ai accompli au Québec, au Canada, j'aurais jamais pu faire ça chez moi. Jamais, là. Tu sais, j'ai un cousin qui a joué Division 2 au soccer, football. Ouais, ok. Puis lui, c'est un... Tu sais, comme je t'ai dit, ma famille est moitié croate, moitié serbe. Il est serbe, puis il jouait pour la Croatie. Le gars, il avait du talent, là. C'est incroyable. Il a jamais percé juste parce qu'il est serbe. Wow. Ah, shit. Puis il jouait Division 2, le salaire qu'il recevait, il me semble qu'il m'avait dit, il faisait 20 ou 30 000 euros par année. Oh. L'équivalent des Croates qui jouaient pour l'équipe, c'était 4 fois le salaire. Ah. Fait que tu sais, c'est des histoires comme ça, comme le gars, il a le talent, probablement qu'il aurait été ici ou ailleurs en Europe, il aurait été né par exemple en Espagne. Il se serait probablement rendu Division 1 puis il aurait été professionnel. Mais juste à cause de la place qu'il vient, comment que c'est, il s'est fait retenir. Fait que il y a beaucoup de gens qui émigrent de leur pays qui ont des situations comme ça. Là, c'est un exemple très poussé, très spécifique, mais il y a eu des barrières, il y a eu des obstacles juste à cause du sang qu'il y a dans ses veines. Tandis que ça, ici, ça n'existe pas. Si tout le monde a la même opportunité, que tu sois blanc, hispanique, asiatique, noir, peu importe, tout le monde a la même opportunité. Fait que ramène pas les problèmes d'ailleurs ici. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important que les gens aient la bonne mentalité quand ils arrivent dans une place comme le Québec. Puis c'est quoi la plus grande leçon de vie que tu as appris jusqu'à présent? J'ai tendance à trop faire confiance aux gens. Ça va peut-être être un peu cynique, là, mais maintenant, je repars un peu différent. T'sais, je prends pour acquis que tout le monde est mal intentionné jusqu'à la preuve du contrat. Puis avant, je prenais pour acquis que tout le monde était bien intentionné jusqu'à la preuve du contrat. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'expérience avec des gens que j'aurais jamais pensé. Ben, t'en as rencontré du monde aussi. Ouais, juste récemment, on peut rentrer dans le sujet, là, dans la nouvelle entreprise que je fais depuis maintenant 4 ans, depuis que j'ai arrêté, 3-4 ans, depuis que j'ai arrêté le réseau. Le partner qui m'a amené là-dedans, il faut faire attention à ce que je dis,
Depuis le début, c'est lui qui s'occupait des chiffres. Moi, je me suis fait approcher pour certaines aptitudes que j'ai, qui est de bâtir des organisations, d'amener des vendeurs, des former, ainsi de suite. Puis l'entreprise, lui, il gérait tout ce qui était finance, administration, ainsi de suite. C'était sa force. Fait que moi, j'ai juste laissé les rôles splitter comme ça. J'ai fait confiance aveugle. Parle bien, charismatique, dit les bonnes choses. Sa blonde, karma, énergie. C'est vraiment des gens que tu penserais pas parce que comment ils se présentent. Ça a donné que ça fait 3 ans qu'il prend de l'argent à chaque mois. Et le chiffre est quand même très élevé. Je ne veux pas dire de chiffres sur le podcast, mais c'est plusieurs 6 chiffres. Donc, tu sais, c'est de faire attention. Il faut que tu fasses attention aux gens. Les gens sont vite. Quand tu fais trop confiance, les gens ont tendance à abuser. Fait que c'est peut-être une... Certaines personnes vont écouter ça, vont peut-être dire que c'est une perspective négative ou cynique de la vie. C'est basé sur 15 ans d'entrepreneuriat. C'est juste d'être à l'affût. Fait que c'est ma plus grosse expérience de vie, c'est vraiment juste assumer que tout le monde est pas bien intentionné jusqu'à la preuve du contraire. Quand quelqu'un est dans une situation que le choix mauvais serait facile à prendre puis il prend quand même le bon choix, là tu prouves que tu es quelqu'un d'intègre, quelqu'un de valeur, quelqu'un de moral. Mais si l'intégrité, la morale ou la valeur est jamais testée, tu peux pas le savoir. Même si la personne se présente comme c'est une personne de morale ou de valeur ou d'intégrité. Et ça, c'est vraiment, vraiment la plus grosse leçon que j'ai tirée de mon entrepreneuriat. Mais sinon, ce que je pourrais dire là-dessus, mais pas sur ça exactement, mais ce que je voudrais aussi savoir, sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement? En ce moment, je suis à un stage que je cherche à développer des gens le plus possible. Je cherche toujours des jeunes qui ont faim. Ça, c'est les gens que j'adore le plus aider. Un jeune de 18, 19, 20 ans, pas d'expérience de vie, mindset complètement vierge, puis qui a soif d'apprendre, puis qui a la faim. Le plus dur à trouver, c'est la faim. Parce que j'en ai plein qui m'appellent. J'ai eu un appel l'autre jour avec quelqu'un de Gatineau qui a joué semi-professionnel au football. Puis il avait vu, j'avais fait un autre podcast, je vous dis, ça c'est mon 2e podcast à vie. J'avais fait un autre podcast dans le passé, il avait vu mon podcast, puis il m'a appelé à cause de ça. Puis on s'est jasé, puis il me dit, j'aimerais ça réussir dans la vie. Hein? Puis là, j'explique qu'est-ce qu'on fait. Première chose qu'il me dit, ouais, mais est-ce que je peux rester à Gatineau, habiter avec ma blonde? T'as pas faim. Réussir dans la vie, il faut que tu sois prêt à sacrifier tout. Si je te dis que tu pars 6 mois de temps à Bécomo, tu poses pas de questions, tu t'envoies 6 mois de temps à Bécomo, l'argent est là. Fait qu'en ce moment, c'est de trouver des jeunes qui ont faim, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour réussir, puis leur donner une plateforme qui peuvent s'épanouir puis s'expandre. J'ai vraiment une satisfaction personnelle à voir quelqu'un partir de rien du tout, puis être un facteur qui a contribué au fait que sa vie a changé. Fait que, en ce moment, c'est vraiment sur ce que je focalise. Puis c'est avec mes gars, je leur montre à pas faire les erreurs que moi j'ai fait. C'est comment placer ton argent. Je les inclus dans certains investissements. Juste achète pas ça, achète ça à la place, mets dans les actions. J'en ai un là, qui s'est mis à percer. Il fait un bon mois, il va aller s'acheter une Rolex. Je dis non. Place l'argent, mais que tu aies 3 fois la valeur de la Rolex déplacée, on ira acheter ta Rolex. Pas avant. Mais ça, si je serais pas là, je sais qu'il aurait fait la move. Fait que c'est vraiment ce qui me stimule en ce moment. Je pense que dans la vie, plus que tu fais d'argent, plus que tu deviens insensible à l'argent. Première année, c'était super excitant de faire des gros chiffres. À cette heure, ça change quoi? Oui, c'est un confort. Oui, c'est une sécurité. Oui, ça paye l'épicerie, les billes, les factures, ainsi de suite. Mais c'est pas fulfilling. Il faut tout le temps trouver une raison plus profonde de travailler, de vouloir performer, faire de l'argent. Puis c'est juste l'argent. Ça me stimule plus du tout. Je suis vraiment rendu insensibilisé. Et là, c'est vraiment ma motivation en ce moment, c'est d'aider le prochain le plus possible. Nice. Puis, si jamais, justement, il y a un jeune ou peut-être une personne qui voudrait soit faire une transition, soit qu'il voudrait une opportunité, il y a ce engouement, cette soif, cette faim, comment il peut se tenter? Instagram, mon nom, Nicolas Nanac, N-I-K-O-L-A, N-A-N-A-C, tout collé. Si jamais il y a des gens qui ont cette faim-là, là, c'est pas du réseau. Fait que j'ai pas de place à avoir 500 personnes. Je travaille avec 3-4 gars de la shot.
ça me coûte quand même de l'argent sortir des leads. Fait que, je ne veux pas non plus prendre 30 personnes puis dépenser 40 000 par semaine pour des leads pour des gens qui ne sont pas compétents. C'est complètement illogique. Fait que si jamais quelqu'un écoute le podcast, puis il y a une vraie faim, là. Pas juste il pense qu'il a faim puis il est attiré par le flash et faire de l'argent, mais quelqu'un qui est prêt à... Je te dis, tu packs tes valises, tu déménages au Japon pendant 3 ans, tu es prêt à le faire. Là. Comme tu es prêt à faire n'importe quoi pour réussir, c'est ce genre de personne-là que je cherche. Puis ces gens-là, là, dès que tu les mets dans le bon véhicule, ils réussissent toujours. Toujours. Les gens qui n'ont pas cette faim-là, j'en ai plein qui me disent « Oh oui, j'ai faim. » Moi, tu les envoies sur la route 2 mois de temps. Je m'ennuie de ma blonde. Là. Je suis loin de chez nous. OK, bon, tu me voir ta blonde. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Bon, encore une fois, Nicolas, merci énormément pour ton apparition. Merci d'être venu. Pour le vrai, je pense de mon côté, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Perspective, des leçons, rachat d'entreprise. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais sur ce, voici l'épisode qu'on a eu avec Nicolas. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous voulez avoir une opportunité, si vous avez vraiment faim, comme il l'a dit, contactez-le sur Instagram. Sinon, on va se voir dans un nouvel épisode. À la prochaine. Merci les gars. Merci.